Le clairon. Et pour ce clairon, nous allons parler d'un secteur qui est très stratégique, vous le savez, l'aéronautique. Et depuis 2 semaines, l'avionneur européen Airbus vit un peu les montagnes russes. Alors on avait évidemment ces images, je pense que tout le monde a été très choqué, lundi 12 juin par ce crash en Inde qui a fait 242 morts, un seul survivant. Une vidéo qui a fait le tour, peut-être pas du monde, mais au moins des réseaux sociaux, et Airbus qui était pointé du doigt comme fabricant. En fait, après vérification, c'était pas un A320, mais un 787 du concurrent américain Boeing. Alors, c'est pas de chance pour Boeing parce qu'il lui arrive pas mal de malheurs. On va en parler dans quelques instants avec Aldo Ceron. Une confusion qui a été due à l'IA Overview qu'il avait porté, qui avait porté la faute sur Airbus, mais ça, c'est pas très grave. Et alors, bon, et en plus, on a là le salon du Bourget et qui s'est ouvert ce lundi. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, pour Boeing, pour Airbus, les affaires se portent quand même bien. En revanche, il y a d'autres sujets d'inquiétude. C'est évidemment l'avionneur chinois Comac qui a fabriqué une copie conforme de l'A320, qui est quand même le produit phare d'Airbus. L'avionneur européen a fait l'autruche pendant plus de 20 ans pour ne pas avoir cette forme de copie. Airbus est allé jusqu'à produire directement ses avions sur le sol chinois, donc en ouvrant clairement la porte à son savoir-faire. Et voilà donc des raisons d'inquiétude. Je vous propose d'écouter un extrait de France Télévisions qui en parle. C'est son sujet du 16 juin aux 20h. Mais cet appareil ressemble étrangement à l'Airbus A320. Même fuselage, même technologie. Un hasard? Peut-être pas. Parmi les A320 qu'Airbus a vendus à Pékin, un exemplaire a totalement disparu des écrans radars au début des années 2000. Il n'a jamais volé. Un spécialiste ancien cadre d'Airbus explique. C'est devenu un avion fantôme. Qu'est devenu cet avion? On s'est dit effectivement, ils sont en train de le désosser. Ils copiaient exactement chaque pièce de cet avion. Airbus n'a jamais rien dénoncé par peur de représailles commerciales. L'avionneur européen a vendu des centaines d'appareils à la Chine et même installé sur place une gigantesque usine d'assemblage que voici. On y construit encore aujourd'hui les A320, avec la possibilité de reproduire le savoir-faire européen. Voilà, donc pour en parler, pour comprendre tout ce qui se passe, les enjeux, et puis Airbus contre Boeing, son concurrent américain, nous sommes avec Aldo Ceron. Bonjour Aldo Ceron. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, lanceur d'alerte. Vous ne vivez plus au Royaume-Uni. On pourra peut-être faire une petite ouverture sur les expatriés dans plutôt à la fin de cette émission. Et puis vous avez une chaîne, la chaîne Aldo Ceron. Vous avez aussi une chaîne sur l'aviation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le nom de cette chaîne YouTube? C'est Aldo Ceron Aviation ou Aldo Voilà. Aviation. Quand on la Google, on la trouve tout de suite. Voilà, Aldo Ceron Aviation. Aldo Ceron, justement, comment vous comprenez ces dernières informations? Alors d'abord, le crash donc, de l'américain Boeing qui avait d'abord été reporté sur Airbus. Et puis, d'ailleurs, ces crashs et ces tristes défaillances de Boeing assez régulières qui font que Airbus affiche 2 fois moins d'accidents mortels, que d'ailleurs mortels ou non pour ses vols commerciaux que son concurrent américain. Donc, en gros, le concurrent américain a 2 fois plus d'accidents. C'est quand même très, très net comme différence. Donc, comment vous expliquez d'abord cette distinction de qualité et puis ensuite, ce qui s'est passé, comment vous l'expliquez aussi d'abord sur ce crash en Inde? Il y a de gros problèmes chez Boeing. Et on les a vus, ces problèmes, pas seulement avec le 787, mais à l'époque du Max. C'est là, je pense, où tout le monde a réalisé qu'il y avait de gros soucis, en particulier des soucis de qualité, des soucis de management à l'intérieur de cette compagnie, qui semble avoir écarté les ingénieurs. C'est une compagnie à la base qui était pilotée, si je peux me permettre, par des ingénieurs. Aujourd'hui, elle est pilotée par des financiers. Ça signifie que les décisions financières vont primer sur les décisions techniques. Ça donne, par exemple, on va délocaliser le code, on va prendre le code, on regarde un peu là où on peut le faire pour moins cher, et puis voilà, on va délocaliser vers une nébuleuse de sous-traitants qui souvent vont se battre sur les prix, et puis forcément la qualité ne sera pas au rendez-vous. Et c'est au départ, ce que voulait Boeing, c'était augmenter ses marges, c'est toujours pour essayer de caresser les marchés et les investisseurs dans le sens du poil.
sortir des dividendes, montrer que financièrement, ben, on est plus fort que le voisin. Le problème, c'est que quand on finit avec des avions qui se ramassent régulièrement, ben là, voilà. Et Donc c'est au vrai final, ça que ne marche même pas, Aldocéron, leur stratégie financière. On peut dire, vous l'avez dit, sorti du giron des ingénieurs et passé dans le giron des financiers, ils ne voyaient que la marge au bout du compte. Mais même cette marge, aujourd'hui, ils ne la font plus. On a vu enfin, il me semble qu'on n'a pas relevé pour le moment au Salon du Bourget de commandes pour Boeing. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Non, pas à ma connaissance, mais ça marche pas. Mais le problème, c'est que ceux qui réfléchissent financièrement réfléchissent souvent à court terme. C'est des court-termistes. Ils s'en fichent ce qui va se passer sur le long terme. C'est des gens qui vont arriver dans une entreprise, ça peut être Boeing ou autre, hein, pas seulement Boeing. On a vu des gens arriver dans des entreprises, fermer le département de R&D, délocaliser, prendre des décisions complètement ahurissantes qui ne sont pas pérennes sur la durée. Par contre, effectivement, sur un trimestre, 2 trimestres, 1 an, ça va dégager des bénéfices. Et à ce moment-là, ça donne des bonus, ça donne de l'argent sur l'instant. Puis bon, quand la catastrophe est là, ben on part. Hein. C'est pas des gens qui font carrière, parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de mercenariat d'entreprise. Les gens ne vont pas rester faire carrière dans une entreprise et y placer leurs enfants plus tard. Non, bah, au bout de 18 mois, au bout de 24 mois, ils sont pas là. Donc, ils prennent des décisions à court terme qui arrangent leurs affaires pendant le temps qu'ils sont là. Puis, quand ça va pas, bah, on change, hein, c'est tout. Ouais, mais Aldocéron, vous dites quand même quelque chose qui est gravissime, parce que là, il s'agit de haute sécurité. Il s'agit de plus de 300 personnes qui peuvent être dans un avion. Enfin, je veux dire, on est dans des... C'est pas seulement faire une marge, c'est aussi la vie des gens qui est en jeu. Ah oui, mais malheureusement, on trouve ça partout aujourd'hui. On trouve ça avec les cliniques, avec les hôpitaux, avec pratiquement tout. Je veux dire, à tous les niveaux, on a cette prédation financière qui s'insinue et puis qui veut extraire de la valeur en poussant les marges. Alors au départ, ils sont pas là pour tuer des gens, on est d'accord. Mais ce qu'on va faire, on va ronger sur les marges, on va aller jusqu'aux confins de celles-ci. Puis bon, ben, un jour, forcément, on finit avec un accident. On dit non, c'est pas vraiment ce qu'on voulait, mais la réalité est là. Oui, c'est trop qu'à force tard. Ouais. Oui, c'est trop tard. Ouais. Alors, côté Airbus, on n'a pas ce problème-là de prédation financière? Pour le moment, on a d'autres problèmes beaucoup plus graves. On va en parler. Ah bah oui, c'est l'avion chinois. Oui. Et l'avion chinois, je veux dire, j'aimerais juste dire un truc. Il faut surtout pas, parce qu'on l'a fait dans le passé, on a regardé un petit peu la production chinoise des fois avec une sorte de mépris amusé. Hein. Quand par exemple les premières voitures chinoises sont arrivées, moi je me rappelle, on en a eu en Algérie, si on la laissait garer sous le soleil, elle se déformait toute seule. C'était des voitures qui étaient de très piètre qualité, tout se casse tout seul, on remonte le frein à main, il reste dans la main, etc. Donc il y avait ce genre de problème, ça faisait rire dans les foyers, ça faisait un petit peu la voiture de Mr Bean. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que c'est vrai que au départ, ben, il crée quelque chose, mais il continue à investir dessus, faire des recherches, avancer. Donc aujourd'hui, il fabrique le Comac. Je ne serais pas surpris, quant à moi, si dans 5 ans, 10 ans, on a un Comac qui coûte 2 fois moins cher qu'un Airbus, qui est beaucoup plus avancé, qui est beaucoup plus intéressant, qui est plus économe. Ouais. Et le problème aujourd'hui aussi, Oui. c'est que les Européens donnent très souvent le fouet pour se faire battre. Bah oui, là, c'est ce qu'on comprend. Là, c'est-à-dire que là, Oui. ils ont fait toute la construction aux yeux des Chinois, sur le sol chinois. Je veux dire, on sait déjà qu'il y a de l'espionnage économique sur notre sol, et il faut être un peu moins naïf. Mais là, c'est sur le sol chinois. Donc, on a vraiment donné, comme vous dites, le bâton pour nous faire battre. Oui, absolument. Et donc, on n'a aucune idée, je pense, de souveraineté économique. Enfin, en réalité, en Europe, on n'a aucune idée de la souveraineté. La souveraineté, c'est un gros mot en Europe. Oui, Mais mais la économique souveraineté encore moins. Oui. Oui, et encore moins souveraineté économique. Ça signifie on n'hésite pas à aller partager ses secrets de fabrique, faire des transferts technologiques et donc permettre à des pays avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère, des pays très motivés comme la Chine, on leur permet d'arriver au même niveau que l'Europe en très peu de temps sans qu'ils aient à consentir des décennies de recherche, de sacrifices, d'accidents, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de leçons qui ont été apprises à la dure de dur. Et on va leur livrer ça dans des cartons et on va leur apprendre comment le faire. Eux, ce qu'ils vont faire, à partir de ce point-là, ils vont développer encore plus vite. Et puis, ben, au bout de 10 ans, on est has-been. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on n'arrive pas à investir. Parce qu'en Europe, on est bridé par la réglementation, on est bridé par la fiscalité, etc. Et donc, que se passe-t-il? On a d'autres pays qui arrivent avec des avions ben, meilleurs que ceux qu'on leur a vendus. Donc, si vous voulez, Ce qu'on là, a fait pour les... ouais, Oui. non, mais pour Airbus, justement, vous nous dites que c'est un danger. Un danger sur quelle échelle, et d'ici combien de temps ça va se révéler? Pour le moment, on comprend que les Chinois commencent à s'intéresser, enfin pas commencent à s'intéresser, mais commencent à
a tenté de jouer sur notre domaine de l'aviation et de l'aéronautique, mais ils ont encore des problèmes de certification, ils ont encore des problèmes de dépendance à des fournisseurs occidentaux. Voilà. Mais ça, comme vous dites, ça peut être réglé assez vite. Oui, parce que d'un côté, il y a les transferts technologiques, il y a les rachats agressifs de compagnies, Ah et il oui. y a l'espionnage industriel également. Oui. Donc, ils continuent à travailler parce qu'effectivement, oui, vous avez tout à fait raison. Ils ont une dépendance, mais ils sont en train de s'employer à réduire cette dépendance-là. Donc, au fur et à mesure, le pourcentage d'avions 100% chinois va augmenter. Il faut savoir aussi que l'avion chinois n'aura pas les problèmes géostratégiques dont souffre l'Airbus. Parce que, par exemple, les Airbus ont été vendus à la Russie. Aujourd'hui, il y a des problèmes entre la Russie et l'Ukraine. L'Europe dit, nous, on ne vous vend pas les logiciels, on ne vous vend pas les pièces, etc. Donc, le problème des produits européens, Airbus y compris, Oui, ils c'est sont que victimes des stratégies ou des politiques européennes et américaines, au passage. Voilà, c'est ça. Ça signifie clairement, j'achète des Airbus. Si demain je me prends la tête avec les États-Unis ou avec qui que ce soit, on peut tout à fait m'appeler et me dire bon, les contrats, on les arrête de manière unilatérale. Oui, c'est vrai, vous avez signé, vous avez payé, mais nous, on livre pas de pièces, etc. Ah ouais. Les Chinois n'ont pas cette réputation. Donc Oui. demain, on peut se retrouver avec des pays Vous voulez qui dire se disent, qu'Airbus a déjà cette réputation aujourd'hui de ne pas pouvoir tenir ses engagements contractuels, ce qui est quand même gravissime, hein. Parce que c'est des engagements très long terme qui sont très importants. Ils ne tiennent pas leurs engagements et donc, à cause des politiques et des politiques de sanctions Oui. notamment, et, et donc ils n'ont finalement pas ils le choix. pâtissent eux-mêmes de la politique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des politiques qui défendent leurs industries, on a des politiques qui tuent leur industrie, c'est ça que vous dites? Absolument, c'est ce que je suis en train de dire. Ben, c'est ce qu'on voit, par exemple, avec Renault, le groupe Renault en Russie qui a dû partir, plier bagages, etc. Demain, on peut avoir un deal qui est signé avec les Américains et on aura les entreprises américaines qui remplaceront Renault. D'ailleurs, on a vu pareil en Iran. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une France, par exemple, ou une Europe de manière générale, qui ne défend pas ses intérêts stratégiques économiques. Ça veut dire que dès que les États-Unis appuient sur un bouton, c'est bon, on commence à appeler les grands patrons de l'industrie, alors que l'industrie, c'est des décisions qui se prennent sur des décennies, Ah, c'est des évidemment. décisions à long terme, c'est Ouais. des gros investissements qu'on va pas, c'est pas une start-up, on ne va pas rentabiliser ça en 6 mois. Et donc, on les force à prendre des décisions qui changent selon l'actu du moment. Ah oui, c'est ce qui Et est là, c'est- impossible en industrie. Normalement. Ah non, c'est impossible. Et donc là, l'Europe apparaît aujourd'hui de plus en plus comme la perdante de la mondialisation. Il y a un jeu de mondialisation et les Européens, en manière générale, les Français de manière particulière, jouent perdant. Ils jouent pas pour gagner, ils jouent pour affirmer des principes moraux, pour faire des grandes déclarations et tout. Mais au final, qui subit le chômage, qui perd des parts de marché, qui perd des flux financiers, tout ça. Bon, ben voilà, c'est toujours les mêmes. Donc au bout d'un moment, il faut changer de stratégie. Oui, alors, je vous demandais par rapport à ce Comac, dans combien de temps vous pensez que ça sera véritablement un concurrent sévère pour Airbus? Pour le moment, ils volent. Pour le moment, ils volent. Et vu l'aviation, c'est quand même beaucoup plus complexe que les voitures électriques. Hein. Les voitures électriques, c'est des téléphones glorifiés. Hein. C'est des téléphones sur roue, quoi. Donc, je pense que sur un horizon de 5, 10, 15 ans, on peut avoir de grosses parts de marché de la part des Chinois qui seraient prises par des parts de marché, on va dire, d'Airbus, qui seraient assez facilement prises par les Chinois. Mais c'est maintenant qu'il faut D'autant se plus- réveiller. Ah oui, absolument. Et là, il faudrait D'autant faire quoi? plus- Vous seriez à la tête de... il faut d'Airbus. il faut arrêter de se saboter. Déjà, il faut arrêter de se saboter. Parce que, par exemple, pour la voiture, qu'est-ce qu'on a fait? On a saboté la voiture européenne. On a dit aux Européens qui fabriquent les meilleures voitures au monde, qui ont le plus grand savoir-faire de voitures thermiques, qui sont très complexes. Les Chinois ne fabriquent pas des voitures thermiques. Ils en sont incapables. C'est très compliqué, la voiture thermique. La voiture électrique est très simple. La voiture électrique, c'est un iPhone ou un téléphone mobile sur roue. Il y a d'ailleurs un fabricant de téléphone mobile qui vient de fabriquer sa première voiture et elle est extraordinaire. C'est simple de fabriquer une voiture électrique. C'est compliqué de fabriquer une voiture thermique. L'Europe a fait quoi? C'est interdit de fabriquer des voitures thermiques pour laisser le marché aux Chinois. Bah oui, non, mais Donc, c'est de la folie. rien Ouais. ne dit. Rien ne me dit que dans 5 ans, on a un président, un ministre français Mais qui oui. disent moi, j'interdis Airbus. Airbus va fermer parce que pour des raisons climatiques, soit il fabrique un Oui, avion c'est ça. électrique, soit il ferme. Ah oui, oui. Dans la même logique, dans la même veine. Non, mais c'est vrai qu'à vous entendre, vu comme ça, c'est de la folie, en fait. C'est de la folie furieuse. Nous avons des petites politiciennes qui peuvent changer d'un jour sur l'autre et qui peuvent tuer des industries de long terme qui se font sur 10, 20, 30 ans. Absolument, même sur des générations. La voiture française, Ouais. c'est faite sur des générations. C'est un siècle d'histoire qui arrive à sa fin dans quelques années. Les gens ne le réalisent pas. Ouais, ouais.
Ça a été un choix de détruire son industrie. Alors, bien entendu, la planète ne va pas rouler à vélo ou pédaler, n'est-ce pas? Les gens auront des voitures, mais elles sont chinoises, tout simplement. C'est tout. Ouais, ouais, Les Européens ne veulent pas de ce marché, il sera pris par d'autres. ouais. Bon, oui, il est temps qu'on se réveille. Enfin, si on va le faire, je ne sais pas. Alors, encore deux petites questions, Aldo Serron. Restez encore avec nous. D'abord, je voulais vous faire réagir à une carte, là, pour le coup. C'est parce que je sais que vous avez l'habitude aussi d'analyser les cartes. Les données satellitaires qui ont été retransmises sur le site Flightradar. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, si vous avez Oui. l'habitude de travailler avec. Et on peut voir, alors ce sont des images qui datent d'hier, que 25 avions ravitailleurs américains ont atterri en Europe aujourd'hui, 2 en Italie, 11 en Espagne, 4 en Allemagne, 4 au Royaume-Uni, 1 à Tallinn en Estonie, et 3 ont fait le plein de carburant puis se sont envolés pour le Proche-Orient. Donc, on voit 22 avions ravitailleurs qui plongent les experts dans les interrogations. On ne comprend pas l'objectif de ces avions directement. Est-ce que vous comprenez mieux, vous, ce qui se passe du côté du ciel? Il n'y a pas eu de déclaration officielle, effectivement, des Américains, donc ils font ce déploiement. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être juste une démonstration de force, genre, par exemple, ils veulent pousser à une négociation, et pour pousser à la négociation, ils vont déployer des avions, sachant que tout le monde va les voir et que ça va faire jaser, donc possiblement. Mais je constate aussi, encore une fois, que l'Europe, c'est le grand perdant. Parce que les avions, ils sont où? Ils arrivent en Europe, ils arrivent à Ramstein, ils arrivent en Espagne, ils arrivent au Royaume-Uni, et donc c'est toujours l'Europe qui sert de plateforme à ce genre d'histoire. Les Américains, l'Iran, c'est 20 heures de vol pour y arriver. Nous, en Europe, on a les avions, les tankers et tout. Si demain il y a du grabuge au Moyen-Orient, qui va finir avec des migrants, hein? Je vous le donne en mille, hein, ça ne sera pas les États-Unis. Ça va être encore une fois l'Europe qui joue toujours le grand perdant de la Mais mondialisation. là, vous pensez Donc, que les c'est une Américains- démonstration de force des Américains ou véritablement une préparation à un état de guerre direct? Ah, c'est très difficile à dire, honnêtement. Ça peut être une démonstration de force, mais ça peut être un soutien logistique, comme ça peut être dans une semaine, on est en train de bombarder l'Iran comme on a bombardé l'Irak. Hein. Je veux dire, ça peut être un bombardement grandeur nature. Aujourd'hui, la base Trump est extrêmement divisée. Je regardais les MAGA hier soir. Ouais. Je veux dire, ceux qui étaient les isolationnistes, hein, les America First, hein, c'est une doctrine d'isolation. On n'est pas le gendarme du monde, on a nos propres priorités. Qui était l'annonce de Donald Trump, mais qui finalement est en train de se fissurer. D'ailleurs, Donald Trump lui-même, il y a quelques années, il disait mais quelle décision d'abruti en 2018-2019. Il disait il ne faut pas intervenir. Non, là, il se contredit, et il est contredit d'ailleurs. On a vu Tucker Carlson le contredire. Ah oui, là, il s'est séparé. Maintenant, il ne parle plus à Tucker Carlson, il ne parle plus à Elon Musk, il ne parle plus à beaucoup de monde. Donc, en réalité, le front MAGA est de plus en plus éclaté aujourd'hui, de plus en plus fustigé. Il faut savoir que Trump ne peut pas prétendre à un troisième mandat. Donc, aujourd'hui, il ne joue plus. Aujourd'hui, on est un petit peu comme lorsqu'un président français, lors de son second mandat, bon, voilà, il sait qu'il ne sera pas réélu, donc il se lâche un petit peu. Allez, un mot pour finir, Aldo Serron. J'ai déjà bien dépassé, comme toujours, mon temps imparti, enfin le vôtre, entre autres. Aldo Serron, je voulais vous demander, puisque ce sera notre sujet corps à corps, et je sais qu'on a déjà nos invités qui sont là, qui attendent justement gentiment pour pouvoir participer à ce corps à corps sur les expatriés, l'expatriation, ces Français qui ne veulent plus retourner en France. Vous-même, vous êtes, j'allais dire, double expatrié finalement. Vous étiez en Grande-Bretagne et vous avez décidé de quitter la Grande-Bretagne. D'ailleurs, on attend toujours l'annonce pour dire où vous êtes. On a le droit ou pas maintenant de le dire? Non, pas encore. Pour le moment, je suis à Dubaï jusqu'à la fin du mois. D'accord. Début juillet, je pars vers ma destination finale. Est-ce que juste vous avez un mot à dire, une annonce, quelque chose pour concernant justement ces expatriations? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux lutter sur son propre sol ou plutôt partir? Enfin, voilà, un mot là-dessus, juste pour finir, Aldo Serron. Je pense qu'au bout d'un moment, quand sa santé physique, quand sa santé mentale commence à être affectée, quand on commence à avoir crainte pour ses enfants à l'école, quand on commence à craindre pour je sais pas, moi, je suis un homme, j'ai peur pour mon épouse, si elle va voir des amis, elle me dit, je rentre toute seule, j'ai peur, je vais aller la chercher parce que on a nos rues qui deviennent de plus en plus inquiétantes, on a une fiscalité explosive, on a une inflation, puis on joue bien sûr les grands perdants de la mondialisation, comme je l'ai dit, donc on voit les entreprises fermées, on voit les centres-villes se transformer en zone de zombies. Donc effectivement, bon, rester sur place, lutter. Moi, je respecte ceux qui veulent le faire. Hein. Moi, j'ai pas de souci, je les critique pas. Mais au bout d'un moment, je pense que je dois préserver ce qui est important. Et
je pars, je suis parti et je vois beaucoup de Français partir. Je vois beaucoup d'Européens partir. Ça va être le sujet, bien tous sûr, les jours. bien sûr, bien sûr. Là, Oui, non. Les gens sont en train de partir en masse. Et beaucoup ne réalisent pas. Des gens sont vraiment en train de partir en masse. Des familles entières sont en train de partir. Bien sûr. La personne la plus âgée dont j'ai parlé qui voulait partir, 93 ans. D'accord, je vois des gens de 17 à 93 ans qui veulent partir. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ouais, ça c'est incroyable. Ouais. Et merci beaucoup Aldo Serron. Merci pour toutes ces analyses. Je rappelle que vous avez 2 chaînes YouTube, Aldo Serron, et puis l'autre, pardon, je suis désolée, je ne l'ai pas noté. Aldo Serron Aviation. Aviation, voilà. Spécialisé dans l'aviation. Merci encore Aldo Serron. Merci à vous tous, chers amis. Nous sommes nombreux. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.